Bon, et alors arrive en 2014 ce que je verrais moi presque comme une synthèse verticale, là, verticalisante, l'arbre à palabre et à récit de l'Afrique au Brésil en passant par la Bretagne. Alors co-signé avec Fatimata, franco-nigérienne. Alors juste la figure de l'arbre, tu vois, pour indiquer la dimension verticalisante de synthèse que ça me semble opérer. Bon, il ancre ses racines dans tous des travaux antérieurs et il déploie des nouveaux ramages là, en termes de poésie, comme tu mentionnais, en termes de théâtre, et puis il les déploie de l'Afrique au Brésil en passant par la Bretagne, quoi, de façon internationale. À toi de voler dans cet arbre, Christian. Ah, je n'ai pas l'habilité d'un oiseau, mais bon, il faut bien dire quand même que cet arbre, oui, il symbolise à la fois un parcours, c'est vrai, tu as raison, quelque part, un parcours avec un ancrage dans le socio-culturel, on peut dire, hein, quelque part. Et puis symbolise le parcours aussi avec ce qui se développe quand on a un ancrage, hein, eh bien, différentes compétences, hein, qui se révèlent comme la poésie, comme tu le dis, et puis l'histoire de vie, on peut l'aborder aussi par le théâtre, comme l'a fait d'ailleurs Augusto Boal, hein, au Brésil. Donc il y a vraiment là, je crois, une grande symbolique. Alors c'est une double symbolique parce que déjà l'arbre à palabre est une symbolique à elle seule, la symbolique de cet arbre, le baobab à l'origine, hein, en Afrique, hein, autour duquel se réunissaient les sages du village et où ils discutaient. Mais ce n'était pas que de la discussion, puisqu'on y traitait souvent parfois de cas difficiles. Il s'agissait alors on pourrait parler d'une démocratie du consensus, parce que il fallait trouver un terrain d'accord, hein. Et c'est d'ailleurs toute la différence avec la démocratie occidentale où on doit voter obligatoirement à main levée. Et moi, j'ai réfléchi par rapport à ça. Je me suis dit que si les colonisateurs ont dévalorisé souvent les arbres à palabre, c'est que ça leur faisait peur. Et là, on est bien dans le domaine interculturel, parce que ça venait les interroger, le consensus, justement, cette démocratie du consensus, les interrogeait par rapport à ce qu'ils pensaient, eux, uniquement de la démocratie, et parfois qu'ils utilisaient si formal, hein, dans le cadre de leur colonisation. Et donc, c'est pas rien cette histoire d'arbre à palabre. J'en ai pris toute la mesure quand Fatimata, qui est une de mes étudiantes en sciences de l'éducation, elle faisait partie de l'option interculturelle. Elle m'avait invité à aller l'aider à mettre en place un arbre à palabre à l'Union des associations interculturelles de Rennes. Et j'ai trouvé que c'était un beau défi, puis que c'était une belle invitation, et j'y suis allé. Et là, je me suis retrouvé dans un milieu de migrants, avec des gens qui avaient des capacités, des compétences totalement différentes. Certains qui parlaient à peine le français, d'autres qui parlaient très bien de différentes langues, mais pas le français, mais d'autres qui parlaient aussi le français. Et je me suis dit que, effectivement, cette image de l'arbre à palabre, de se mettre en cercle, de discuter ensemble, de créer des animations ensemble, ben, ça pouvait être très intéressant. Et ça donnait une justification aux ateliers, finalement, de français aussi, parce qu'il fallait bien une langue commune pour s'entendre, pour se comprendre. Donc, ça amenait les gens qui savaient, et là on est encore dans la co-formation, l'auto-formation, hein, ça amenait les gens qui parlaient bien le français à aider les autres et à les amener le plus souvent, parce que ça ne suffit pas,
et ça les amenait à s'inscrire à des cours de français. Donc je pense que cet arbre à palabres que nous avons su dynamiser a été un moment fort à la fois pour Fatimata et pour moi. Hein. Et pour elle, c'était aussi retrouver ses racines, hein, les racines de l'Afrique, de son pays, le Niger, et de les développer ici en France. Mais très vite, ça a dépassé le cadre de l'UAIR parce que ça a interpellé la mairie de Rennes, et notamment ce qu'ils appelaient à la mairie de Rennes la fabrique citoyenne. C'est-à-dire qu'on commençait à se dire qu'il fallait vraiment développer la citoyenneté. Et tout de suite, il y a eu un article de fait, justement, sur la fabrique citoyenne à partir de l'arbre à palabres qui venait de se développer dans un quartier de Rennes, Villejean, qui était un quartier où il y avait effectivement pas mal de migrants, mais pas seulement. Et je crois que justement ce qui est intéressant à Rennes, c'est qu'il y a toujours un essai d'équilibre dans les quartiers. Et surtout pas de ghetto. Ça, c'est vraiment, il y a une philosophie du vivre ensemble, que symbolise bien d'ailleurs l'arbre à palabres aussi. Hein, de vivre ensemble, faire ensemble pour mieux vivre ensemble. C'est un peu notre devise. Et ça, c'est très important. Et la mairie de Rennes a bien su le comprendre. Et bien sûr, après, il y en a eu d'autres. Il y en a eu même à Bruxelles. Hein. On peut retrouver sur YouTube, d'ailleurs, Mehdi Medouine qui parle de la création de l'arbre à palabres de Bruxelles après les attentats. Bon. Mais je pense qu'il faut justement prévenir et qu'il faut se développer des arbres à palabres et tous les outils possibles, comme aussi le théâtre, un peu comme l'a fait Augusto Boal, un théâtre de conscientisation, avant que ça n'éclate, avant que des jeunes qui sont issus de ces quartiers se radicalisent. Hein, il faut les amener à aussi oser s'exprimer en groupe et non pas avec des bombes. Hein, donc c'est très, très important là de voir aussi cette dimension politique de l'arbre à palabres. Mais tu rajoutes aussi et un récit, quoi. C'est-à-dire vous le modernisez. Bien sûr, oui, voilà, parce que on peut pas faire du copier-coller. On n'était pas en Afrique, on pouvait pas faire. On en était bien conscient. On n'a pas besoin d'ailleurs d'être autour d'un baobab. Notre arbre il est là. Même si ça arrivait parfois que les gens dessinaient un arbre. Ils voulaient cette présence de l'arbre. Mais tout le monde avait fort bien compris la portée symbolique de l'arbre à palabres. Et c'est ce qui en fait une dimension supplémentaire par rapport au cercle de parole. Parce que il y avait déjà des gens qui avaient travaillé même dans des entreprises hein, dans une dynamique de cercle de parole où justement il est plus facile de s'exprimer parce qu'il y a moins les positions hiérarchiques s'affirment moins. Hein, et il est donc plus facile que chacun ose affirmer, ose proposer. Hein. Donc ça, c'est un des points vraiment très positifs des arbres à palabres. Et nous avons montré, Fatimata et moi, que effectivement, cette dimension de récit pouvait même aller assez loin, puisque nous avons initié un récit de vie réciproque, hein, on peut dire, et interactif, hein, à la fois sur sa vie à elle de migrante venue du Niger, parce que son enfant était malade, alors qu'elle avait un bon poste avec l'école normale de Niamey, mais quand l'hôpital Necker lui a dit que son enfant, s'il retournait au Niger, allait mourir, donc elle a décidé de vivre en France, et c'est vrai que c'était un choix difficile. Et donc il y a tout cela dans la migration aussi, qu'on oublie parfois, hein. Il y a à la fois la migration non choisie, la migration choisie, et c'est ça aussi qui donne toute sa dimension humaine à l'arbre à palabres. Et un récit. Et un récit, oui, tu as raison d'insister, parce que c'est très important.
Hein. Le récit, qu'il soit fait d'ailleurs sous forme de poèmes, de textes, et l'oral. N'oublions pas l'oral, la dimension orale qui souvent est oubliée chez nous. Hein. On pense tout de suite à écrire. Mais cette dimension orale, elle est très valorisante et elle est valorisée par l'arbre à palabre. Et alors maintenant, il prend une dimension politique et culturelle assez importante, entre autres au Niger. Mais oui, parce que le Niger se trouve confronté comme d'autres pays. Hein. On a parlé tout à l'heure de Bruxelles, et il y en a bien d'autres. Il y a le Mali aussi, puisque le ministre nigérien qui va venir à Rennes, donc quand je vais rentrer, rencontrer des gens qui travaillaient autour des arbres à palabre à Rennes, notamment dans un EHPAD, parce que aussi c'est intergénérationnel. Hein, il y avait l'EHPAD Saint-Cyr qui l'a invité à venir voir l'arbre à palabre. Et il fallait voir ces échanges-là entre les personnes de l'EHPAD et ce jeune ministre de la Renaissance culturelle, puisque c'est le nom qu'il a pris pour son ministère au Niger. Et lui, il a été interpellé tout de suite par ce livre. Et c'est vraiment formidable de voir que finalement il y a cette réciprocité, que finalement cet arbre à palabre qu'a amené dans sa tête de Nigérienne Fatimata, eh bien maintenant il a un retour au Brésil, au Niger. Au Brésil, c'est un lapsus qui dit quelque chose aussi, parce que j'ai beaucoup travaillé au Brésil, comme tu sais, je l'ai dit dès le départ, c'était mon point de départ, et j'ai organisé là-bas, non pas à l'époque des arbres à palabre, mais des rhodes, des converses. Et c'était la même chose, c'était toujours le même principe de développer la communication en cercle. Alors peut-être que justement l'arbre à palabre, ce qui est important, c'est cette dimension supplémentaire peut-être qu'il apporte, c'est ce lien qu'il fait avec les origines africaines.